Bonjour à tous, je suis Olivier Sichel, je suis président et fondateur du think tank Digital New Deal. J'ai créé ce think tank il y a maintenant plus de 5 ans pour promouvoir un Internet plus européen et plus humaniste. Alors, plus européen parce que l'Internet est quand même dominé par des grandes plateformes américaines, il faut le reconnaître, il faut l'avouer. Et donc, ce n'est pas forcément nos valeurs européennes qui sont mises à l'honneur. Et plus humaniste parce que par rapport à un courant transhumaniste, on voyait de plus en plus que cet Internet, dominé par ces grandes plateformes, était pas forcément porteur des valeurs humanistes que notre Europe des Lumières portait. Et donc, notre but, c'est d'animer le débat public en produisant des notes de réflexion. On a produit il y a 5 ans une note sur la fiscalité des GAFA, en expliquant le détournement massif que les Google, Apple, Facebook et Amazon faisaient, qui se traduit par la mise en place de la taxe du numérique. On a alerté sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes. On a commencé à jeter les bases d'une régulation du web, qui est aujourd'hui reprise au niveau européen. Et puis est venu le sujet de ce qui se disait sur les grandes plateformes digitales et comment on pouvait les réguler, les encadrer. D'où cette note qui va faire le débat aujourd'hui entre nos intervenants. Et peut-être avant que Denis Oliven, qui est l'auteur de la note, la présente, on peut peut-être chacun se présenter et rappeler qui sont les intervenants autour de la table. Je commence peut-être par toi, Mounir. Bonjour à tous, bonsoir. Écoutez, je m'appelle Mounir Majoubi, je suis député du 19e arrondissement à Paris et ancien secrétaire d'État au numérique. Donc Denis Oliven, je suis actuellement co-actionnaire et co-gérant de Libération. Bonjour, Anne-Sophie Moreau, je suis rédactrice en chef de Philonomiste, qui est le média de philosophie magazine dédié au monde du travail, de l'entreprise et de l'économie. Bonjour à tous, Adrien Badevant, je suis avocat au barreau de Paris et membre du Conseil national du numérique. Denis ? Bon, alors je vais présenter cette note. Bon, je ne suis pas l'auteur, je ne suis que le co-auteur de cette note, parce qu'en vérité, j'ai co-signé une note qui a été principalement écrite par Gilles Le Châtelier, qui est un brillant juriste, et à qui il faut que je rende ce qui lui est dû. Donc on est parti d'une idée très simple, d'une contradiction à laquelle on est tous confrontés, qui est que d'un côté, Internet a fantastiquement augmenté la liberté d'expression et qu'il ne faudrait surtout pas qu'on recule par rapport à cette amplification incroyable, et que d'autre part, cependant, elle est en même temps un endroit où se répandent des contenus qui sont dangereux pour certains individus, et même pour les individus et pour la démocratie. Et donc, comment arriver à trouver un compromis? Comment protéger la liberté d'expression sur Internet et protéger la société, les individus, des excès de cette liberté, puisqu'après tout, c'est comme ça que fonctionnent nos sociétés régulées. Il se trouve qu'au moment où on réfléchissait à ça, la Commission européenne a rendu public un projet de directive qui a le même objectif. Donc on est parti de cette directive qu'on a analysée, je ne reviens pas là-dessus parce que sinon je vais déborder mon cadre, qu'on a analysé pour à la fois en saluer les avancées et en même temps en définir les limites et essayer de faire des propositions qui permettraient d'avancer, et je vais m'arrêter là-dessus. Donc si j'essaie de résumer à grands traits la note, elle dit quoi? Elle dit, premier point, que en vertu de quel texte la régulation doit avoir lieu. C'est fondamental pour la liberté d'expression. Elle doit avoir lieu en vertu de la loi, des règlements, mais des textes du cadre législatif qui réprime un certain nombre de contenus, et pas de politiques internes propres aux plateformes. Alors, on pourrait opposer que les plateformes sont des entreprises privées et qu'elles ont le droit de décider de leur contenu, mais il nous semble qu'elles ont atteint, en tout cas pour les plus grosses d'entre elles, une telle taille qu'elles sont, pardonnez-moi de l'expression, elle est juridiquement fausse, mais comme des facilités essentielles de la démocratie. Et donc, elles ne peuvent pas elles-mêmes édicter les lois qui les régissent. Elles doivent s'en tenir précisément aux lois qui existent, et ça permet d'autre part de tenir compte d'un autre élément clé qui est la diversité des cadres législatifs. Prenez le droit du blasphème ou le rapport avec la religion, il n'est pas le même dans tous les pays, et donc c'est pas à Facebook ou à Twitter de déterminer
ce qui est légitime en la matière, c'est la loi qui doit s'appliquer. Donc point 1, en vertu de quel texte on doit réprimer les contenus dangereux en vertu de la loi. Et donc nous, on ne s'intéresse pas au contenu de haine, on ne s'intéresse qu'au contenu illicite. Et on considère que dans un état de droit, seuls les contenus illicites doivent être régulés. Deuxième point, qui doit réguler? Le juge. Également, deuxième élément de l'état de droit. Il faut que le contrôle in fine de ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire sur Internet ou sur les plateformes soit le fait du juge, en dernier ressort. Là encore, nous sommes hostiles aux tribunaux internes, privés, aux juridictions particulières, édictées par tel ou tel. La protection du citoyen et de nos libertés passe par le juge qui en est le gardien. Troisième point, quel régime de responsabilité? Aujourd'hui, les plateformes sont des hébergeurs et ils n'ont aucune responsabilité. À l'autre extrémité, il y a les médias qui ont un régime de responsabilité extrêmement strict, civil et pénal, pour les contenus qu'ils publient. Donc, on ne pense pas qu'on peut passer de la responsabilité, de l'irresponsabilité des plateformes à la responsabilité des éditeurs, des hébergeurs, pardon, à celle des éditeurs, mais on pense qu'on peut trouver un régime de responsabilité intermédiaire qui consiste, je vais vite, à faire que les plateformes soient responsables, que la responsabilité en tous les cas varie selon leur taille d'abord, les grandes plateformes ou les petites plateformes, et d'autre part selon les comptes. Selon que ce sont des comptes à forte influence ou des comptes ou des comptes qui ont déjà été l'objet de sanctions pénales. Autrement dit, elles ont une obligation, non pas de surveillance généralisée, mais une obligation de surveillance des comptes à très forte influence ou des comptes récidivistes, et ce, à la fois par des moyens automatiques et par des moyens humains. Et j'en suis à 1, 2, 3, oui, quatrième élément, cette responsabilité, c'est quoi? C'est la responsabilité de dégrafer, de sortir des contenus qui sont illicites. Cinquième point, elles doivent le faire dans un délai court. On a indiqué un délai, mais malgré une décision qui avait été prise par le Conseil constitutionnel en la matière, nous on considère que cette responsabilité n'a de sens que si les plateformes... Je sais bien qu'à chacun de ces points suscite un débat, mériterait une discussion qu'on va avoir, donc on viendra là-dessus. Mais donc la responsabilité s'exerce par le fait qu'elles doivent, dans un délai court et dans lequel elles sont enfermées, elles doivent déréférencer des contenus illicites. Dernier élément, sixième, sans doute le plus critique, on considère que pour que cette responsabilité soit effective, il faut qu'on se pose la question de l'anonymat. Non pas de lever l'anonymat des comptes vis-à-vis du public, parce que ça pose toute une série de problèmes. Par exemple, le problème des lanceurs d'alerte. C'est vrai que si un salarié d'une entreprise lance une alerte sur son entreprise, mais que son compte n'est pas anonyme, il ne va pas le faire. Donc ça serait une limitation trop grande de la liberté d'expression. Mais en revanche, on considère que vis-à-vis de la plateforme, et pour que puissent s'exercer utilement les poursuites, les comptes doivent être identifiés. Voilà, j'ai résumé à grands traits, mais voilà des propositions qui nous semblent de nature à réguler les plateformes du point de vue de la prohibition, de la répression de la publication de contenu illicite, sans enfreindre excessivement la liberté d'expression, donc en ayant des mesures proportionnelles à l'objectif qu'on recherche. Merci Denis. Qui veut réagir en premier? L'avocat, l'ancien ministre, la philosophe? Allez, la philosophe. Oui, alors comme vous l'avez dit, effectivement, je pense que chacun des points que vous avez évoqués dans ce rapport très précis, excellent, qui pose déjà énormément de questions et qui, en plus d'affirmer certains principes qui me semblent assez incontestables pour l'instant, je pense qu'on pourrait revenir sur chacune des questions qui se posent. Je dirais spontanément qu'à la lecture du rapport, moi, ce qui m'a frappé, c'est que entre guillemets, vous vous concentriez énormément sur le comment, mettre en place une limite des contenus, de la liberté d'expression quant à des contenus illicites, mais évidemment, vous ne rentrez pas dans la question de savoir de la définition de quel contenu devrait être illicite ou non. Et il me semble qu'il y a alors philosophiquement, évidemment, la grande question qui se pose, c'est toujours de savoir
comment, enfin sur quelle base on peut limiter la liberté d'expression, donc la liberté d'expression étant un besoin absolu de l'intelligence, pour citer Simone Veil. Alors je dirais que d'un point de vue libéral, hein, pour reprendre la définition de John Stuart Mill, la liberté d'expression ne devrait jamais être limitée, sauf lorsqu'elle alors elle dit cause du tort à autrui, blesse quelqu'un, harm, non pas au sens de blesser, au sens de vexer, mais au sens de pouvoir avoir des conséquences objectivement graves pour une personne, donc typiquement menace à la violence, ou bien évidemment la liberté d'expression doit être limitée lorsque des propos entraînent justement sa limitation, c'est-à-dire par exemple lorsqu'on tient des propos racistes qui consistent à d'emblée déconsidérer la parole d'une personne qui pourrait s'exprimer, c'est comme si la liberté d'expression creusait sa tombe finalement, puisque ça implique de dire finalement qui peut s'exprimer, qui ne peut pas. Alors, vous me direz, c'est uniquement une question légale, évidemment, mais il se trouve qu'on est dans un contexte où on réfléchit aussi beaucoup à la légalité de la limitation de la liberté d'expression. Et moi, je dirais qu'il y a deux grandes questions. Enfin, un premier point, il est évident, et vous avez bien raison de le rappeler, que ces espaces privés sont depuis longtemps devenus des espaces publics en réalité, et que l'accès à cet espace public d'expression est devenu une sorte de droit fondamental qu'on ne peut pas contester. Ensuite, après, il y a la question de qui doit décider quels sont ces contenus illicites. Est-ce que c'est au niveau des pays européens? Est-ce que c'est au niveau européen? Voilà. J'imagine que la Hongrie, sur les questions LGBT, ne s'entendra pas forcément avec la France, ou encore l'Allemagne sur la question du blasphème, ne s'entendra peut-être pas non plus avec les principes du droit français. Donc ça, c'est vraiment une question qui me semble très délicate. Et enfin, il me semble qu'aujourd'hui aussi, particulièrement en France, on est dans un contexte où on se pose notamment la question d'une éventuelle limitation de la liberté d'expression, non pas en ce qu'elle blesse, mais en ce qu'elle peut contribuer à proférer de manière massive des contre-vérités, avec la lutte contre les fake news, la lutte contre le complotisme. Voilà, il y a en ce moment la création d'une commission très controversée qui envisage de lutter contre, alors on ne sait pas exactement, mais la propagation, en tout cas la prééminence de discours faux, ce qui me semble extrêmement dangereux. Voilà, donc moi il me semble que ce sont les points principaux qui posent débat. Oui, alors c'est précisément, non pas par paresse intellectuelle ou incapacité philosophique, encore que, mais par amour de l'état de droit, nous, on s'est interdit de rentrer dans ce débat en considérant tout simplement que dans un état de droit, la seule limite, pour reprendre à peu près les termes de la déclaration de 89, la seule limite à la liberté d'expression sont celles fixées par la loi. Et donc, il nous semble que, et ça permet de répondre à deux des questions que vous posiez. Quels sont les contenus qui sont prohibés? Ceux que la loi interdit, tout simplement, ou réprime, et pas d'autres. Ça évite de rentrer dans un débat complexe sur qu'est-ce qu'un truc de haine, qu'est-ce qui blesse pas. Donc c'est la loi, toute la loi, rien que la loi. Donc ça évite le débat de définition, et puis c'est surtout démocratique parce que la loi est l'expression de la souveraineté. Donc c'est après tout elle qui prohibe ou qui autorise. Première chose. Deuxième point, évidemment, ça rend surtout, et ça rend deuxième facilité, deuxième, comment dirais-je, avantage, c'est que ça rend la prohibition compatible avec les différences culturelles, nationales de chacun des États démocratiques. Et donc, en effet, probablement ce qui est réprimé en Hongrie n'est pas ce qui est réprimé chez nous. Je sais que, par exemple, au Danemark, le blasphème est interdit. Chez nous, il est autorisé. Et donc, des contenus qui seraient autorisés au Danemark ne le seront pas chez nous, ou inversement. Et ça me paraît conforme aux règles de la vie démocratique et des États-nations. Et c'est aussi pour ça qu'il nous semble que la seule autorité susceptible d'en juger in fine, et pour les mêmes raisons, de respect de l'état de droit, c'est le juge. Ça nous épargne, me semble-t-il, un autre sujet, cette règle, c'est que ce soit les plateformes qui fixent ces principes. Quand il y a le fameux exemple, même s'il est injuste, de la naissance du monde de Courbet,
qui est donc cette peinture qui représente un sexe de femme et qui a été interdit, je ne sais plus si c'était par Instagram ou parce que c'était une atteinte à la pudeur. Bah oui, non, mais non. Si ce qui est interdit, ce sont les contenus illicites, un utilisateur d'Instagram pourra à bon droit exiger par le juge qu'on rétablisse dans sa liberté d'expression et pas qu'on le confronte à des règles puritaines venues d'ailleurs mais qui ne sont pas celles de son pays. Donc on a évacué le sujet que vous posez, non pas parce qu'il n'est pas intéressant. Au fond, le sujet que vous posez c'est une question que le législateur se posera sans doute, mais nous, il nous paraît impossible de réprimer les fake news, le complotisme, les contenus de haine et toutes ces catégories floues. On préfère s'en tenir à la règle dure de la loi. Alors on va passer la parole au législateur. Oui, parce que la loi, elle évolue. Et la loi, elle change. Mais malheureusement, je ne partage pas ton analyse et ton optimisme, parce que la loi, elle ne va pas avec une annexe et la liste de tout le vocabulaire interdit. Elle ne va pas avec une annexe avec toutes les photos interdites. Sexe de 3/4, c'est OK. Sexe de face, c'est pas OK. Enfin, la loi, elle n'est pas venue avec ça. Et la loi, elle interdit les contenus pornographiques librement accessibles aux mineurs. Une plateforme va pouvoir interpréter la loi en disant « je considère que c'est un contenu pornographique », l'autre dira « je ne considère pas que c'est un contenu pornographique ». La loi qualifie d'illicite les contenus de haine quand il s'agit de harcèlement. Par contre, il a fallu qu'on le redéfinisse, parce que le harcèlement, ça devait être un acte répété de la même personne. On a changé la loi en disant que si c'était coordonné, une fois plusieurs personnes sur la même personne, c'est du harcèlement. Donc on peut poursuivre et on peut faire retirer. Mais en fait, la frontière, elle est toujours là. Et si on en revient aux objectifs de base, qui est faire cesser le trouble à l'ordre public, faire cesser l'atteinte à une personne ou l'atteinte à un groupe de personnes. Quand vous êtes directeur d'une école et que dans une classe, il y a une insulte, vous faites tout pour la faire cesser immédiatement, vous entraînez des sanctions internes, et puis si c'est très très grave, vous invitez la victime, ou même en tant qu'établissement, vous poursuivez l'élève et vous allez au commissariat, vous déposez plainte, et ensuite la justice démarre. Quand vous êtes dans la rue, on a tous une responsabilité, quand quelqu'un a des paroles racistes répétées, de se mobiliser tous, et là c'est les citoyens, de le signaler. Si on a le courage, on va essayer d'exercer un peu de force. Si on a moins de courage parce que l'autre nous fait peur, on va appeler la police, on va le faire venir. Dans l'espace numérique, on vit à peu près les mêmes choses. On a des gens qui vont être témoins et qui vont signaler, et là on veut que très vite quelqu'un prenne une décision, et la seule personne qui peut prendre une décision immédiatement après un signalement, c'est pas le juge. Le juge, il n'est pas là. Le juge, il ne peut pas être là dans la minute. Par contre, la plateforme, elle peut être là dans la minute. Et moi, quand je signale à une plateforme, je veux qu'elle soit là dans la minute et qu'elle me réponde dans la minute. Et malheureusement, il va falloir qu'elle interprète. Il va falloir qu'elle dise, est-ce que ça, là, sale XXX, est-ce que c'est une insulte qui est en train de créer un préjudice? Est-ce que c'est illicite? Est-ce que je dois le supprimer? Et en fait, on ne peut pas caricaturer ce processus-là, comme étant un processus où on donne le pouvoir à la plateforme de créer le droit. Jamais. Alors, tu as donné d'autres exemples plus extrêmes qui est quand, clairement, ils vont trop loin. Tu vois, sur la pudibonderie, effectivement, les Américains sont allés très loin sur les contenus qui retraitent. Instagram a quand même dans ses règles le téton. C'est-à-dire, c'est eux la limite. Donc vous avez vu, il y a tout un mouvement aujourd'hui où on met le scotch sur le téton. Scotch sur le téton, la photo reste, vous enlevez le scotch, il supprime. Bon, ça, le législateur, il n'a pas fait une annexe en disant qu'on pouvait faire ça. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la définition de cette limite. Et donc, il fallait bien qu'on crée un dispositif. La loi Avia, après, avant d'être retoquée par le Conseil constitutionnel, elle a décrit des règles qui ont ensuite été reprises dans le dispositif qui va être proposé, alors qui a été proposé par la Commission, qui est maintenant entre les mains du Parlement européen dans cette dans ce nouveau texte, qui va intérioriser des obligations chez la plateforme, c'est-à-dire qu'on va leur demander, sous peine de très grosses sanctions, de répondre au signalement, d'identifier eux-mêmes les contenus et de répondre aux injonctions des juges. Mais on veut bien on leur demande de détecter quand même. Et on leur demande de répondre aux demandes des gens. Et donc, il faut qu'on introduise des principes de compliance. La compliance, c'est intégrer chez un acteur économique d'une certaine taille des obligations très lourdes que l'on vient contrôler par l'extérieur. On fait ça à toutes les banques. Les banques, elles ont plein de règles à appliquer en interne, et heureusement que ce n'est pas le juge et le policier qui vient faire le contrôle que les banques exercent sur leur propre activité. Mais on peut contrôler. Et ce que j'ai toujours reproché à Facebook, c'est sa volonté permanente de ne pas raconter comment il organisait son système de modération, de ne pas raconter les limites de son système de modération. Et ce que prévoit le texte, c'est un rapport de transparence avec un conseil ouvert qui oblige tous les trimestres à dire « Bon ben voilà, là il y a eu beaucoup de contestations sur
le zémorisme en France à cette période-là, parce qu'à un moment, on n'a pas su dire c'était légal, pas légal, raciste, pas raciste ou dangereux. Et ben, c'était notre zone grise. Et là, on s'en remet au législateur, au juge, à quelqu'un, mais on ne sait pas comment le traiter. Là, en ce moment, il y a un truc sur une nouvelle pratique d'adolescents. On a l'impression que pour leur sécurité, il faudrait supprimer, donc on supprime. Mais en fait, on se rend compte qu'on n'aurait pas trop le droit de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas cette discussion-là. Ils font ça dans le noir, ils décident, ils font dans leur dos. Donc je pense que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ce nouveau texte répond en très grande partie à ce que vous avez souligné. Et je ne crois pas, parce que moi, pendant très longtemps, j'étais comme vous, je voulais absolument ce troisième statut entre l'éditeur et l'hébergeur, que ça allait être une martingale magique et fantastique. Et finalement, je m'en remets à ce système d'intégration de contraintes et de contrôle par l'extérieur, parce que je crois qu'il est le plus efficace, parce qu'en fait, il faut que ça cesse. C'est-à-dire que quand on est victime en ligne d'une insulte, quand on est un groupe victime ou une personne victime, c'est-à-dire quand il y a un contenu clairement dangereux en ligne, on veut que ce contenu soit retiré. Alors, après, selon les types de contenus, on peut demander des choses beaucoup plus graves. Contenu pédopornographique, c'est le plus grave et c'est le plus facile. Pédopornographique, l'image c'est on-off. Est-ce que c'est pédopornographique? Oui, il faut que ce soit supprimé. On s'est battu à l'ONU avec le président à l'époque pour dire golden hour. En 1 heure, il faut que ce soit retiré, sinon on fait une sanction énorme. Toutes les plateformes ont dit c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas nous obliger à faire ça. Bon, 4 ans après, c'est une évidence, tout le monde est d'accord. Et aujourd'hui, quand on fait les relevés techniques, Twitter, Facebook, Google arrivent à dire que sur le pédopornographique, ils arrivent dans les secondes ou les minutes à faire le retrait automatique et la détection et le retrait. Il y a quasiment plus de signalement sur ces très grosses plateformes pour ces contenus-là. Bon, la question c'est, est-ce qu'on veut aller au même niveau d'obligation sur d'autres contenus? Les autres, ils sont tous à la frontière, ils ne sont pas aussi simples à définir. Donc, il y a un champ d'incertitude, et ce champ d'incertitude, il faut le traiter avec des méthodes nouvelles. Et je trouve que ce qu'il y a dans ce nouveau texte européen est nouveau, puisqu'il crée de la flexibilité, il crée des obligations très lourdes, et il implique les gens de l'extérieur. Donc je suis très optimiste sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'aurais peut-être dû commencer par redire, je l'ai dit, non, je me souviens plus. Si je ne l'ai pas dit, parce que j'ai un Alzheimer, je le redis. On commence par saluer le texte. Toute la première partie de la note, c'est pour dire que ce texte, qui est né notamment de la loi Avia, en tout cas des travaux complémentaires de la loi Avia, est une avancée. Donc on suggère qu'on avance encore sur l'avancée, mais on trouve ce texte très bien et on espère déjà qu'il va commencer par être voté. Alors je reviens sur ton sujet qui est, oui mais la loi ne dit pas, la loi n'a pas des annexes pour tous les cas. Non, mais moi par exemple, en tant que patron de médias, je me pose cette question tous les jours. Tous les jours, ma responsabilité pénale est engagée, ma responsabilité civile pour la publication de contenus illégaux. Et donc tous les jours, je me pose la question de savoir c'est légal ou pas légal, parce que c'est toujours à la frontière. Donc est-ce que tel dessin est est raciste, ou est-ce que c'est une critique légitime de l'islam? Et donc qu'est-ce que je fais si d'abord on a appris à le faire et puis on utilise des avocats? Donc je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre dire la loi, toute la loi, rien que la loi, et contraindre, puisqu'on propose même d'aller plus loin sur les délais de réponse, et contraindre, comme tu le souhaites, les plateformes à prendre leurs responsabilités, donc à se doter des outils. Et l'exemple des contenus pédocriminels a montré que quand on leur impose, ils se dotent des outils algorithmiques et même humains pour agir vite sur les contenus. Donc la seule... je crois que sur ce point-là, on est d'accord. Ce qu'on dit, nous, c'est deux choses. C'est, ils ne peuvent le faire qu'en vertu de la loi, et in fine, il y a quand même le contrôle du juge, parce qu'ils peuvent se tromper de leur interprétation, et sans doute ils vont se tromper en allant trop loin. Reprenons le débat, parce qu'il est tellement vif en France, et on est tellement confronté à ça tous les jours dans la presse, que c'est un débat évident. Reprenons la question en France de la critique ou pas des religions. Qu'est-ce qui relève de l'incitation à la haine et qu'est-ce qui relève de la critique légitime des religions? S'ils se mettent à dégrafer des contenus qui relèvent de la liberté d'opinion française, le contrevenant, entre guillemets, en tout cas vécu comme tel par eux, pourra devant le juge faire rétablir ses droits. Et donc ça suppose en effet que la justice, par ailleurs, ait les moyens d'agir. Ça suppose que les plateformes se dotent de moyens importants d'exercer leur contrôle. Donc c'est une charge pour eux, mais elle nous paraît légitime. Et ça suppose que la justice soit capable d'agir vite aussi pour défendre les droits des citoyens. Avant de laisser la parole à l'avocat, moi je voudrais dire effectivement que le parti pris de la note, qui est de dire c'est la loi et c'est le juge qui tranche, est un parti fort, parce qu'il s'applique à ce qu'on connaît déjà dans le domaine des médias classiques. C'est-à-dire, comme tu le dis, à Libération, tous les jours tu te poses la question de savoir si
cet article est-il diffamatoire, cet article est-il autorisé, ce dessin est-il une incitation à la haine raciale, parce que tu as une responsabilité pénale, et que c'est défini par la loi avec toute une série de jurisprudence qui définit oui, ça passe, ça passe pas. Aujourd'hui, ce n'est pas des préoccupations des plateformes, il faut le dire. D'abord parce qu'elles ne sont pas assujetties de la même façon à la loi et que la loi n'a pas été posée. Et donc, il y a quand même toute une tendance des plateformes à dire « moi, je ne suis qu'hébergeur, je n'ai aucune responsabilité » et à se défausser de façon, je trouve, assez hypocrite sur la page perso Facebook d'un tel, le compte Twitter d'un tel, et c'est ça qu'on veut changer, parce qu'on se disait que finalement, il n'y a quand même pas tellement de différence entre un média, un éditeur et ce type de plateforme, et de montrer que quand on leur demande de lutter contre la pédopornographie, ils le font et ils y arrivent avec toute leur puissance technologique. On s'est dit que dans d'autres domaines, ils peuvent le faire aussi. Je voudrais quand même que l'avocat s'exprime. Ce que j'entends et ce que vous semblez décrire, c'est qu'il y a un choc de souveraineté entre les États et les plateformes. Et en fait, les États, ce sont comme en France 70 millions d'habitants, si on exagère un peu, et les plateformes, il y a presque 2 milliards de personnes ou de bots sur Facebook. Donc il y a un choc de souveraineté entre la Constitution, toutes les lois, les règlements européens et les CGU de Facebook auxquels tout le monde a adhéré. Et en fait, le citoyen français, il est aussi utilisateur de Facebook. Et en tant que citoyen utilisateur, il se trouve un peu bloqué entre des lois et des conditions générales d'utilisation qui n'ont pas la même convergence dans leur interprétation. Mais si je peux me permettre une lecture un peu critique, le législateur, il a déjà délégué aux plateformes une responsabilité que vous semblez un tout petit peu oublier. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, si je peux me permettre d'être très critique, ce que vous décrivez, c'est la loi actuelle. C'est la directive e-commerce de 2000 qui a été transposée par la loi pour la confiance en l'économie numérique de 2004. Le moment charnière qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Europe avec le Digital Service Act, c'est quelque chose, pour faire une analogie des formes, qui est aussi charnière que le RGPD, sur la réglementation sur les données personnelles, par rapport à la loi informatique et liberté. On est en train de vivre aujourd'hui en Europe une profusion de textes. La Commission européenne n'a pas connu le Covid, elle n'a jamais autant travaillé. Il y a sur la compétition, sur l'intelligence artificielle, il y a dans toutes les matières. Et ce qui existe en termes de liberté d'expression, c'est justement des obligations de compliance renforcées envers les plateformes à qui on délègue une part de déréférencement, mais on leur dit si vous modérez, vous devez nous rendre compte de la manière dont vous modérez. Et d'ailleurs, si quelqu'un se voit déréférencer son contenu, il doit pouvoir introduire un recours auprès de la plateforme ou auprès du juge. Et ce que Mounir Majoubi rappelait avec perfection, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème de temporalité et de réactivité. Donc on ne peut bien sûr que souhaiter que ça soit judiciaire pour certains aspects, mais les contenus, ils ne sont pas seulement illicites. Il faut, excusez-moi, aller un peu plus dans le détail. Il y a les contenus qui sont manifestement illicites. Les contenus qui sont manifestement illicites, ils ont été rappelés, c'est la pédopornographie, il n'y a pas beaucoup besoin de trancher. Un contenu illicite, ça peut être la diffamation. La diffamation, aujourd'hui, on considère en l'état de la jurisprudence qu'une plateforme ne peut pas trancher là-dessus, parce qu'une plateforme ne peut pas savoir si il y a une imputation qui peut être contraire à l'honneur ou à la considération, parce que ce n'est pas un juge judiciaire. Mais vous oubliez aussi un nouveau type de contenu qui est aujourd'hui de plus en plus présent et qui ne rentre ni dans les contenus manifestement illicites tels la pédopornographie, ni dans la diffamation ou l'injure, qui sont en fait les débats qu'on a eus sur la jurisprudence depuis 20 ans. C'est les débats autour de, par exemple, ce qu'on appelle la désinformation ou la mésinformation. Généralement, on dit que la mésinformation, c'est quand on commence à publier quelque chose sur une information dont la source n'a pas forcément été bien sourcée, comme vous le savez. La désinformation, il y a un élément d'intentionnalité un peu plus supplémentaire, c'est fait pour déstructurer, etc. Il y a aussi des ingérences numériques étrangères. Et tout ceci ne sont pas les mêmes types de contenus. Donc la valeur sociale protégée sous-jacente, ce n'est pas la même chose. Quand il y a une ingérence numérique étrangère, c'est une déstructuration de l'ordre public. C'est pour, par exemple, dans le cadre d'une élection en 2022, déstructurer la façon dont l'élection se déroulera. Un contenu qui porte sur de tels enjeux se voit déréférencé au titre d'une valeur sociale protégée et d'une obligation légale qui est très différente qu'une simple injure. La mésinformation, vous pouvez le voir, sur Facebook, il y a eu plein de débats différents. Il y a certains contenus, à un moment on dit le vaccin vient d'un laboratoire chinois. Au début, des référencements automatiques parce que c'est labellisé comme désinformation. Quelques mois plus tard, ça change, le débat change. On est plus sûr de savoir comment on l'enlève. Donc en fait, ce que je veux bien ajouter dans le débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, c'est que premièrement, on introduit avec le DSA l'idée qu'un citoyen, après, il peut avoir différents cadres de personnes qui ont des rôles des personnalités publiques et c'est peut-être des cadres différents qui doivent s'appliquer, mais un citoyen doit avoir un recours possible auprès de la plateforme
et un recours judiciaire pour ne pas se voir déréférencé automatiquement. Et par ailleurs, la plateforme doit avoir une reddition de compte dans une obligation de conformité, de compliance, pour savoir quels sont les critères pour pas qu'il y ait par exemple des déréférencements qui soient purement automatisés et qu'on ne puisse pas sur un mot-clé commencer à censurer plein de contenus associés. Mais vous voyez bien que, et là je finirai là-dessus, on vit un moment charnière. Le DSA est l'analogie du RGPD, mais le RGPD, moi je peux vous le dire parce que je traite beaucoup de cas au quotidien, c'est très beau en termes de structure de droit, mais au quotidien c'est très difficile à appliquer. La portabilité, tous les droits d'exercice des personnes concernées sont très difficiles à appliquer. Donc moi je suis, parce que je pense qu'il faut l'être, il faut croire et être constructif dans la critique, donc il faut être optimiste dans ce DSA. Mais ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas tant la structure et le fondement du DSA que son implémentation, parce que demain, il y aura une obligation de transparence pour les plateformes, mais dans ce rapport, il y aura quoi comme données? Est-ce qu'on saura combien de faux comptes Facebook a déréférencés? Est-ce qu'on donnera à la société civile, aux chercheurs, les moyens de faire de la data science pour anticiper les conséquences d'une déstructuration d'une élection en 2022 et d'avoir les données de 2022 pour éviter la déstructuration de 2025? Et je finis sur ce dernier exemple. En 2016, aux États-Unis, le Sénat a donné accès aux données de différentes plateformes auprès d'une société qui les a analysées pour éviter justement les attaques et les ingérences dans la manipulation de l'élection en 2020. Donc ce sont la façon dont on va implémenter le texte, et c'est là-dessus que ça va se jouer. Et pour ça, il faut rentrer dans le détail des différents types de contenus en mettant d'un côté les ingérences, la désinformation, la mésinformation, les manifestements licites, etc. Alors je le redis, pour le cas où j'aurais pas été compris, on est pour le DSA, on est pour. Hein. On est pour, on le soutient. Et tout le début de la note, c'est pour en saluer les avancées que tu viens d'expliquer. Et donc on s'inscrit dans cette perspective de rupture épistémologique, comme dirait ma voisine de gauche. Donc on est d'accord, on est d'accord. Simplement, nous, on souligne un certain nombre de points qui nous paraissent devoir être rappelés ou de choses qui nous paraissent devoir être renforcées, comme par exemple, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le fait que le DSA ne revient pas sur l'absence d'obligation de surveillance des plateformes, ça nous paraît insuffisant. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait, en tout cas sur certaines catégories, notamment les comptes à forte affluence ou les comptes récidivistes, une obligation de surveillance. Bon, donc, on s'inscrit dans cette logique. Je suis un peu plus dubitatif, et je suis d'accord avec toi absolument sur le fait qu'il faut des moyens. On ne peut pas imaginer des moyens du côté des plateformes, très certainement, pour exercer leurs responsabilités, et des moyens du côté de la puissance publique pour assurer la protection des droits des citoyens à travers l'intervention des juges. Donc sur ça, je suis d'accord. Et en effet, il y a d'autres sujets qui n'ont pas été traités, qu'on pourrait traiter ici, sur la gouvernance du système, qui me paraît un peu abracadabrantesque. Mais bon, bref, je laisse ça de côté. Donc non, la note souligne des points sur lesquels il faudrait aller plus loin, sur les délais d'action, sur la responsabilité, sur la surveillance. Voilà. Je suis un peu plus dubitatif, moi, personnellement, sur ce qui ne sont pas des incriminations reconnu par la loi. Je suis extrêmement inquiet en bon libéral du point de vue politique sur une zone floue, une zone grise dans laquelle il y aurait des marges d'interprétation pour dire bah oui, qui serait laissé à la plateforme sous le contrôle de qui et pour décider de retirer tel ou tel contenu. Si le caractère illicite, si le critère d'illicéité n'est pas le critère absolu. Donc mésinformation, désinformation, ingérence, tout ça pourquoi pas, mais encore faut-il à mon sens que ce soit déterminé par la loi, et par la loi seulement. Moi je n'ai pas du tout envie que ce soit les plateformes qui déterminent ce qui est une ingérence, une mésinformation, une désinformation, parce que c'est la porte ouverte à des choses qui ne me plairaient pas du tout. Et de la même façon qu'on propose dans la note de protéger un certain nombre de catégories, les médias qui ont déjà un régime de responsabilité, ou les partis politiques ou les syndicats, parce que on a vu au moment de la campagne aux États-Unis des décisions prises par des plateformes qui intervenaient dans la campagne politique d'une manière que je juge non conforme
à la vie démocratique et à l'état de droit. Donc je suis extrêmement réticent aux zones de flou pour ce qui est de l'interdiction de tel ou tel contenu. Pour moi, ça ne doit pas relever en aucune circonstance des plateformes. Et quand elles prennent des décisions, elles doivent pouvoir être défendues devant un juge, et un citoyen doit pouvoir défendre ses droits à la liberté d'expression déterminée par la loi. Oui, alors je vous remercie d'avoir posé cette question qui est finalement la question de la censure de la propagande massive, enfin, pour le formuler clairement. Moi, je trouve que c'est véritablement la question la plus délicate, et je pense que c'est l'objet de cette fameuse commission contre le complotisme dont on a vraiment du mal à savoir comment est-ce qu'elle va réussir à ramener, pour citer Gérald Bronner, de la rationalité dans le débat, voilà, comme s'il était possible, comme si c'était envie. Voilà, il me semble que moi, ce sont avant tout des questions d'éducation. Je pense que éduquer le citoyen à la réflexion raisonnable, je pense que c'est un projet tellement vaste qu'une commission n'y arrivera probablement pas. Et je dirais que, moi, philosophiquement, je suis extrêmement partagée entre deux grandes, réaction spontanée, à savoir que d'une part, oui, en aucun cas on ne devrait considérer pouvoir censurer des propos sur le plan du vrai ou du faux. Aucun juge, jamais, aucune plateforme, bien sûr, mais le gouvernement ni la loi ne pourront déterminer ce qui est fake news ou ce qui ne l'est pas. Il me semble que la censure de comptes, par exemple, alors la censure algorithmique, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Le fait de supprimer des comptes, quand bien même ils auraient dit un certain nombre de bêtises, voilà, est extrêmement grave aussi à mes yeux. Enfin, je pense que si on devait supprimer les comptes de toute personne qui a dit une bêtise dans sa vie, je pense que pas grand monde ne pourrait s'exprimer aujourd'hui, et probablement aucun de nous, encore moins les ministres qui ont géré la crise sanitaire, hein, voilà. Donc je pense ça pose un problème fondamental, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire des bêtises en ligne, et c'est extrêmement important qu'on puisse continuer à le faire. Après, et ça c'est vraiment l'autre partie du problème qui, moi, me semble, et j'ai un mal fou à trancher entre ces deux impulsions. Il y a tout de même cette question du caractère massif de l'afflux d'informations qui justement sont des informations qui constituent une désinformation assumée et voulue. Et je pense que Mounir Majoubi peut très bien revenir sur ces questions. On a eu véritablement des tentatives de propagande massive lors des diverses élections, et il me semble on est vraiment face à une difficulté énorme qui est de savoir si on peut lutter contre quelque chose comme vraiment une propagande systémique qui en vient à finalement priver le citoyen, in fine, de pouvoir former son propre jugement à force d'être exposé de manière répétée à de la désinformation. C'est CNews? Non, pas du tout. Pas forcément, parce que je pense que le citoyen a le choix d'éteindre ses news. Juste pour un bon mot. Oui, bien sûr. Mais par contre, je pense que quand il scrolle en permanence et qu'il, voilà, on risque d'atteindre ce que Bronner appellerait cette apocalypse cognitive, c'est-à-dire que c'est véritablement sur le plan cognitif, on est happé par des successions de posts, et on a un mal fou à prendre de la distance par rapport à des informations dont on est absolument incapable de déterminer si elles sont bonnes ou pas, et encore moins le législateur. Tu fais dans ton deuxième mouvement l'analyse du problème, et dans ton premier mouvement, tu veux te priver d'un outil qui pourrait nous aider à y répondre. Donc entre les deux, nous aussi, on se pose ces questions-là et on essaye de se demander, dans ce marasme, cette apocalypse, dans ce grand chaudron de la désinformation, est-ce qu'il n'y a pas quand même des sous-structures qu'on peut identifier? Et est-ce que grâce aux algorithmes et grâce aux données que possèdent ces plateformes, est-ce qu'on est capable d'identifier des architectures, des graphes, des nœuds, des toiles d'araignée qui permettent de dire « Oh bah dis donc, là on dirait encore une fois un schéma à la XXX, un schéma à la russe, un schéma à la tel service de renseignement, qui fait que c'est une fausse information qui arrive d'abord par ce type de média, puis diffusée de façon étoilée par cette galaxie de comptes qui a déjà été identifiée pour d'autres problèmes. » Il faut qu'on se rende compte que jusqu'à aujourd'hui, les plateformes refusaient de procéder à ces analyses et de collaborer avec les services de renseignement et avec les services de police pour parler de ces choses-là.
un des objectifs qu'on s'est donné dans les différents textes. Et parfois, ils ont été maladroits, et parfois, on est passé à côté de la plaque. Mais aujourd'hui, on a une plus grande maturité collective sur le sujet. C'est d'obliger les plateformes à collaborer à l'identification de ces schémas de manipulation globaux. Parce que, finalement, une fake news inventée par ma mère a peu de chances d'avoir un grand débouché dans le débat public. Et donc, c'est pas, elle peut dire, comme tu dis d'ailleurs, une connerie. On a tous dit des conneries. Et c'est pas sur elle qu'on doit déclencher l'artillerie lourde qu'on est en train de préparer. Mais par contre, quand, notamment à l'aube d'une élection, on identifie ces fameux schémas. Vous avez vu les premières stats que Facebook a enfin données sur ce qui s'est passé aux États-Unis au moment de l'attaque du Capitole, où on a pu identifier que très peu de comptes avaient été à l'origine de la diffusion de certains des contenus qui ont participé à chauffer les esprits. Aujourd'hui, si ces plateformes avaient cette obligation de participation, on serait capable beaucoup plus vite d'identifier des schémas. Et on verrait que parfois, des informations qu'on aurait pu considérer comme être des fake news étaient en fait la somme de recherches de journalistes indépendants qui sincèrement se sont posé la question, là je parle de l'exemple que tu as pris tout à l'heure sur la fuite du laboratoire, et que en fait c'est pas forcément les officines traditionnelles qui ont diffusé le truc, c'est plutôt des gens qui ont fait leur boulot et ensuite qui ont été repris par quelques officines, on va pas redire les nationalités, mais de quelques nationalités qui ont tout fait pour les diffuser. Aujourd'hui, on a aussi des ennemis intérieurs. Hein. On parle souvent des Russes, des Chinois. On a dans notre pays des gens idéologiquement structurés dans la volonté de mettre à mal notre démocratie et qui participent à structurer ces mouvements de désinformation. Et c'est pas ceux qu'on voit à la télé. C'est pas CNews, Zemmour et toute la bande. C'est des gens qui sont beaucoup plus cachés que ça et qui ont un véritable intérêt à nous mettre à terre. Donc moi, je voudrais qu'on continue de légiférer. Je voudrais qu'on crée des obligations nouvelles sur les plateformes en termes de collaboration d'information et d'analyse. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et je crois qu'on peut aller encore un peu plus loin. Alors pardon, je peux pas m'empêcher de me poser la question. On légifère, mais alors on légifère sur quoi? Est-ce qu'on légifère sur la véracité ou non de l'information? Ça, il me semble que c'est absolument inenvisageable. Par contre, sur quoi est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut agir, par exemple, sur la question des pouvoirs financiers ou voilà, de la capacité de massification de certaines rumeurs? Je pense que ce sont deux questions très différentes. Moi, j'aimerais bien savoir comment. Pour donner des exemples, si on dissèque le parcours d'une information. Ce qui est intéressant sur la désinformation médicale, aux États-Unis, il y a une stat que vous pouvez regarder, c'est qu'il y a 10 personnes qui sont responsables de plus de 50% de la désinformation médicale. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la typologie des acteurs. Si demain, il y a un influenceur qui est payé pour dire que le vaccin Pfizer ne fonctionne pas, il faut qu'un influenceur puisse dire que ce contenu a été financé. Il y a aussi des personnes qui se font recruter sans le savoir dans des campagnes de déstabilisation. Donc aujourd'hui, dans les ingérences étrangères, il y a de plus en plus de choses qui se font par l'intermédiaire d'entreprises de communication ou de freelance ou de journalistes qui, volontairement ou involontairement, contribuent à cette campagne de désinformation. Il y a un autre aspect qui est très important et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'accroissement des plateformes. On parle souvent des grands réseaux sociaux qu'on connaît, il faut penser aux réseaux sociaux qui sont alternatifs. Il faut penser aux réseaux sociaux qui sont de plus petite taille. Gab, Parler, ce sont des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui très... Enfin, c'est intéressant de voir la structuration. Donc, il y a différents types de mesures qui soient d'ordre technique, organisationnel ou juridique en fonction des problèmes à appréhender. Sur le comment et la faisabilité, moi, il se trouve que quand je ne m'occupe pas de ce think tank, je m'occupe d'une banque qui est la Banque des Territoires, et on est soumis à une régulation extrêmement forte, notamment dans deux domaines, la lutte contre le blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme, qui fait qu'on a en permanence des équipes de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution des risques qui vérifient si on applique bien des dispositifs pour prévenir le financement du terrorisme et le blanchiment, qui sont incroyablement intrusifs, on le trouve, et qui consistent à voir dans quelles conditions on s'enquiert de l'identité des gens qui ouvrent un compte, qu'on détecte ce qui se passe dans les mouvements qui sont des mouvements liés aux espèces. Et c'est vrai que sur une chose aussi importante que le fonctionnement de la démocratie et la manière dont les opinions se créent, on peut légitimement se demander pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même degré d'exigence vis-à-vis des plateformes.
C'est quand même un peu, enfin, je ne voudrais pas y faire le libéral libertaire de service, mais c'est un peu inquiétant tout de même, parce que autant des contenus illicites, on voit ce que c'est, autant ce qui relève de la propagande, du fake news, de la désinformation. Je ne sais pas, par exemple, des néolibéraux pourraient considérer que les discours communistes sur... non, je prends un autre exemple. Les gens qui disent que la France est une dictature, et qui le disent de manière massive, il suffit d'avoir foutu les pieds une seule fois dans sa vie dans une dictature pour comprendre que ce n'est pas vrai. Donc, est-ce que c'est une tentative de déstabiliser l'ordre public à partir de fake news, ou bien est-ce que c'est le jeu du pluralisme et de la libre opinion? Donc, je trouve que c'est tellement difficile et ténu. Alors oui, il y a ce que tu dis sur quand il y a une architecture qui est clairement une architecture de désinformation, c'est évident. Mais quand c'est pas ça, qui va décider? La démocratie, de ce point de vue, enfin, elle n'a de réponse que procédurale, notamment par l'obligation de transparence. Oui, en effet, mais aujourd'hui, on est sans arrêt influencé sur nos comportements de consommation par des influenceurs dont on ne sait pas qui sont payés par des marques. Donc, c'est pas une atteinte à la liberté de l'esprit, mais enfin, c'est une atteinte, c'est quand même un biais dans nos comportements. Donc oui, qu'on crée des obligations de transparence sur qui écrit quoi, qui est financé par qui a des conflits d'intérêts, par exemple, ça c'est des pistes qu'on pourrait poursuivre. Mais sinon, je nous mets en garde collectivement contre mettre le doigt dans l'engrenage, de faire le tri entre la libre expression d'opinions parfois farfelues. Et une fois encore, des néolibéraux considéraient que les marxistes sont des gens qui ont des opinions farfelues qui déstabilisent l'ordre public, et inversement. Donc vous voyez bien que la différence entre une opinion libre et une tentative de déstabilisation, cette limite-là n'est pas facile à trancher, et elle peut ouvrir la voie à des atteintes graves au fonctionnement démocratique, au pluralisme et à la liberté. Alors pour te rassurer, pour le moment, il n'y a rien qui est en cours pour dire tiens, on va créer une loi qui va permettre au secrétaire d'État au numérique de désigner les personnes qui doivent se taire et celles qui peuvent continuer à parler. Là, dans les deux missions en cours, il y a la mission Bronner et puis il y a Viginum qui a été inauguré cette semaine. Viginum, eux, ils traitent du sujet de la détection des fameuses architectures d'influence en disant voilà, nous on va regarder, on va obliger les plateformes à collaborer avec nous, et si on identifie des schémas où de façon claire on voit qu'il y a de l'argent étranger, que c'est à peu près les mêmes personnes qui en même temps font ça, on va réagir. Mais la réaction face à une ingérence étrangère, c'est pas forcément de bloquer les comptes. Là, on rentre dans l'espace de défense informationnelle. Quand on veut se protéger d'un pays qui essaie de nous envahir ou de nous déstabiliser, on a toutes les armes de protection contre la déstabilisation d'un pays étranger, c'est-à-dire des mesures de rétention numérique, des mesures physiques, des mesures diplomatiques. On a et on a rendu public en France un livre blanc sur notre théorie et notre thèse d'action face à ce type de tentative. Mais pour ça, encore fallait-il un outil qui regarde, qui analyse et qui l'identifie. La commission de Gérald Bronner est plus complexe, elle vient de traiter la zone grise. Cette zone-là, honnêtement, une fois qu'on a détecté une architecture, on est tous d'accord pour dire, on répond, voilà, si les Russes ils font ça, on utilise tous nos moyens pour leur dire vous arrêtez. Si la Belgique décide de faire ça, on utilise tous nos moyens pour dire à la Belgique d'arrêter. Et je veux dire, ça peut être les Russes ou la Belgique, mais ça peut aussi être un très grand parti français, qui a décidé d'embaucher une armée de trolls pour soutenir son candidat. Enfin, je veux dire, on n'est pas, c'est pas que pas de théorie du complot étranger. Viginum, c'est étrangère. Viginum, c'est ingérence étrangère. Et on pourrait l'étendre à toute tentative d'influence, y compris... Et là, c'est le CSA et la nouvelle structure créée. Mais Bronner, moi j'attends beaucoup, parce que vous n'attendez pas beaucoup de lui, moi j'attends beaucoup de sa commission, pour aider à mettre des mots et un peu de sagesse sur cette zone grise. Enfin, on a connu en 2 ans une accélération incroyable de ce territoire de la désinformation, mésinformation, information approximative, petite haine quotidienne qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir réfléchir clairement au sujet. Donc, attendons beaucoup d'eux et en attendant, protégeons-nous des dangers les plus graves que sont l'ingérence étrangère. Denis, je te laisse réagir, mais il nous reste encore 10 minutes pour le débat et à un moment, s'il y a des questions dans la salle, vous pouvez préparer des questions. Denis, Bon. Non, est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions, des réactions Ouais. Bonjour, Sébastien Chaudat, je suis gérant d'une
société d'expertise en réseaux sociaux. Et par rapport à tout ce que vous avez dit, début d'année, Facebook a mis en place des algorithmes qui viennent, on va dire, punir les gens qui auraient des discours haineux et qui bloquent carrément le compte personnel de la personne sur une durée précise, 3 jours, 15 jours, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ça, c'est ce qui se passe quand on n'a pas de règles. Et donc, moi, je trouve ça toujours terrible d'apprendre de la part d'une plateforme qu'elle a mis en place un dispositif. Mais c'est notre faute collective d'être une belle démocratie qui fonctionne, une démocratie européenne qui fonctionne. Et donc, une démocratie européenne qui fonctionne, qui arrive à impliquer tous ses membres, elle met 36 mois à sortir un texte. Bon, quand on aura un vrai texte, ce sera plus intelligent et ce sera plus structuré. En attendant, il était important que ces plateformes fassent quelque chose. Et donc aujourd'hui, Facebook, alors je trouve ça formidable de les défendre là. Je voudrais l'écrire une fois dans la vie que j'ai défendu Facebook. Mais ils ont mis ça en place aussi à la demande des gouvernements et des gouvernements de démocratie plutôt fonctionnels. Et ils l'ont fait avec ces fameuses nouvelles mesures qui permettent l'appel interne, qui permettent la remontée jusqu'à leurs fameux nouveaux conseils avec des parties prenantes extérieures et des tiers personnes. C'est pas suffisant, ça ira beaucoup plus loin, mais reconnaissons qu'ils ont fait quelques pas. C'est ma défense limitée. Ça ouvre le débat quand même, par rapport à tout ce qui a été dit sur la liberté d'expression et le fait de... C'est vrai que c'est pas absolu, Ça, à mon avis, ça renforce la nécessité d'avoir des règles démocratiques et seulement celles-là, en vertu desquelles on censure des contenus. Et en vertu desquels on censure effectivement des contenus et non pas des gens, comme vous le dites. Moi, je pense, oui. Enfin, je veux dire, même dans la vraie vie, si vous disiez une bêtise, personne. Enfin, je veux dire, vous pouvez éventuellement subir une peine. Enfin, je veux dire, voilà, si vous diffamez, si vous faites quelque chose de violent dans la rue, vous commettez un délit. Voilà. Par contre, on ne va pas vous empêcher de vous exprimer par la suite. Il n'y a aucune raison que ça se passe ainsi en ligne, selon moi. Bonjour, Laurent Nicolas, ici. Je trouve qu'il y a pas mal de manichéisme sur la notion de vrai, faux, les fake news, censurer, supprimer un contenu. En fait, il y a plein d'autres modes d'action. Et quand on dit que Facebook est un hébergeur, c'est un hébergeur qui a une responsabilité un peu éditoriale dans le fait de présenter ou pas une information à 10, 20, 100, 1000, 1 million de personnes. Et supprimer un contenu, on n'est pas obligé de supprimer un contenu. Si le contenu de la mère de Mounir reste dans son cercle familial, il n'a aucun problème. Et quelque part, la modération de la désinformation devrait passer par une responsabilité dans l'algorithmique qui est utilisée pour les mettre en valeur. On peut garder un contenu à condition qu'il ne soit pas illicite, mais un contenu gris, on peut le garder tout en limitant sa diffusion, son mode de diffusion, parce que là, il ne fait pas de dégâts. Et on garde une liberté d'expression, mais tout en évitant les dégâts de la massification de sa diffusion. Et ce point-là, quelque part, c'est justement pour éviter le manichéisme et prendre en compte l'algorithme de diffusion. Et là, c'est là qu'il y a une responsabilité dans les plateformes. Denis va développer, mais toute une partie de la proposition, c'est la proportionnalité en fonction de l'audience. C'est de dire, je ne sais pas combien de followers la mère de Mounir, mais on sait qu'il y a des gens qui ont 3 millions, 4 millions, 5 millions de followers. Et on se dit qu'à ce stade-là, c'est peut-être autant qu'un média, voire plus que certains médias, et donc il y a une responsabilité particulière. C'est ça le cœur de nos propositions. On peut avoir 100 followers qui ont 100 followers et arriver à 1 million de personnes sans qu'il y ait le moindre leader d'opinion dans la boucle. Et ça c'est la vérité des réseaux. En fait, j'étais d'accord avec le début de votre propos, mais pas tellement avec la fin, non. J'étais d'accord parce qu'en effet, les plateformes sont des éditeurs de facto selon la visibilité ou l'invisibilité qu'ils donnent à tel ou tel contenu. Et donc, parmi les choses dont on parle, il y a ça. Il y a le fait qu'ils peuvent sanctionner des contenus de manière sournoise en diminuant leur audience. Donc, il faut mettre ça sous surveillance aussi. Les plateformes agissent éventuellement par une censure directe, mais elles peuvent aussi agir beaucoup plus sournoisement. Et donc, il faut qu'on contrôle le fait qu'elles ne sanctionnent pas sournoisement des gens parce que leur contenu les défrise. Par ailleurs, je sais pas si on peut
Enfin, c'est pour ça qu'il me semble que la loi, c'est la chose la plus indiscutable possible. Avec la loi, il n'y a pas tellement de contenu gris. C'est à la fin. À la fin, le juge dira si vous êtes blanc ou noir, comme dit La Fontaine. Donc, il n'y a pas tellement de contenu gris. Donc, il peut y avoir un contenu gris aux yeux de la plateforme qui se dit qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une diffamation ou pas ? Est-ce que c'est dans la liberté d'opinion ? Elle peut se tromper. Comme nous, on se trompe dans les journaux et on est finalement sanctionné. Mais si on a comme règle l'illicéité, après, la plateforme peut se tromper d'interprétation, mais à la fin, il n'y aura pas tellement d'hésitation parce qu'un juge tranchera. Et donc, je ne suis pas tellement pour qu'on laisse ces contenus gris, moi. En revanche, je suis pour que la plateforme ait une obligation très supérieure à pourchasser, à contrôler, à sanctionner immédiatement soit des comptes récidivistes, soit des comptes à très forte influence, parce que les dégâts, là, peuvent être très très graves si on laisse durablement ces contenus sur la plateforme. Alors, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Clara Kimakusa, je suis la présidente directrice générale de Définissez, donc un e-commerce. Et depuis tout à l'heure, j'assiste au débat et j'entends souvent la question de la bêtise, enfin du moins la notion de la bêtise qui revient souvent. Et j'aimerais tout simplement vous poser comme question, qu'est-ce qu'est la bêtise ? Parce qu'on parle de censure au niveau des réseaux sociaux par rapport à cette fameuse bêtise et des comptes aussi censurés, mais on oublie de définir ce terme qui est pour moi très important. Quelle est la frontière entre la bêtise acceptée sur les plateformes et la bêtise non acceptée, comme l'exemple que vous avez donné avec votre maman qui émet une bêtise sur les réseaux sociaux et qui est complètement légitime d'émettre cette bêtise-là. Mais je pense que dans ce débat-là, on parle très souvent d'une bêtise qui va au-delà du simple petit post à caractère souvent ironique ou amusant. Je pense que vous posez une question excellente, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de définition de la bêtise in fine, c'est-à-dire que ce qui pour vous ne sera pas une bêtise en sera pour un autre, etc. C'est pour ça que, et je pense qu'on se met à peu près tous d'accord au moins là-dessus, on ne peut pas décider de quel contenu relève d'une bêtise ou non. Et c'est pas parce que quelqu'un dit une bêtise qu'il n'a pas le droit de continuer à dire des bêtises, voilà, qu'il soit la mère de Mounir ou Donald Trump, me semble-t-il. Et la censure ne doit jamais s'exercer sur la bêtise. Après, par contre, il y a deux cas précis. Il y a la bêtise qui en réalité n'est pas une théorie, mais qui est finalement un appel à l'acte, qui est un appel à la violence, à la menace, etc. Où là, par exemple, on est dans le cas de l'expression de propos qui contribuent à mettre en danger des personnes, à leur causer un tort objectif. Donc là, c'est très précis. Ou bien encore, autre cas, le cas très précis pour le coup aussi de la diffamation. Voilà, où là, il me semble qu'on peut parler d'une bêtise qui devrait être, voilà, contre laquelle on peut faire quelque chose, mais encore faut-il que ce soit véritablement décidé par un juge. Je reviens à mon point central. Il n'y a pas de bêtises, il y a des choses légales ou illégales. Il n'y a pas de bêtises. Il y a des bêtises, on a le droit de dire des bêtises. Moi j'en profite pour le dire, je viens de sortir un bouquin où je fais l'éloge de la croissance, dont je vous recommande la lecture. Tous les jours, je me fais assassiner sur Twitter par des gens qui ne sont pas d'accord et qui disent que j'écris des conneries. Mais personne n'a pensé que c'était illégal de le faire, heureusement. Donc, en revanche, si j'avais écrit, je ne sais pas quoi, une incitation à la haine raciale, là, ma bêtise aurait été dûment et durement sanctionnée. Donc, il n'y a pas de bêtise, il y a des choses légales et illégales, et on ne doit pouvoir sanctionner que les choses illégales. C'est intéressant le terme que vous utilisez sur la bêtise, parce que moi je suis frappé quand je regarde les affaires de harcèlement scolaire qui tournent mal. Souvent, les jeunes qui ont provoqué ça disent oui, mais enfin, c'était une bêtise. Et ils le reconnaissent sur le thème, c'était une bêtise. Et puis parfois, ça a eu des conséquences absolument fatales. Et en réalité, on s'aperçoit que ce n'était pas une bêtise, que c'était du pénal et que c'était du harcèlement. Revenir à l'humain, on est de liberté, donc liberté d'expression. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'éduquer à la liberté d'expression et ses conséquences ? Parce qu'à l'époque de Cro-Magnon, le Tareil mettait un petit peu de temps à se faire. Effectivement, aujourd'hui avec les réseaux d'influence et certains en font leur métier, c'est quand même
la proportion des risques. Vous parlez d'harcèlement scolaire, ça amène à de la mort d'enfants, mais ça peut amener la mort d'adultes ou d'entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éducation, il me semble, au droit d'expression est aussi le nerf de la guerre, au-delà des outils qui sont mis à disposition. Mais alors ça, ayons-le tous bien en tête, les enfants qui font une scolarité aujourd'hui en France, depuis la classe de CP et ensuite chacune des années où ils sont, ont à la fois un travail sur l'information, avec un travail sur la compréhension de comment se construit une information, quel est le rôle des journalistes, quel est le rôle des médias, un travail sur les écrans, le travail vis-à-vis de la vérité à l'écran, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, et d'autant plus après les événements dramatiques qui ont suivi la mort de Samuel Paty, avec quand je parle des événements dramatiques, c'est la mort de Samuel Paty est un événement dramatique, et les contestations qui ont pu être faites de savoir dans l'établissement ont été d'autres moments dramatiques. Encore plus au collège maintenant, il y a plusieurs heures consacrées dès le premier trimestre à ce dialogue sur la liberté d'expression dans toutes les classes. Et je le vois dans ma circonscription, c'est parfois très dur. Parce que ce sont des esprits parfois très jeunes et qui dans la confrontation peuvent aller loin, mais dans toutes les classes, elle a lieu. Et parfois, ça tourne mal. Et c'est pour ça que maintenant, il y a ces fameuses équipes académiques qui viennent amener encore plus d'expertise auprès des profs pour les aider à traiter des sujets un peu complexes dans certains établissements, de reparler de liberté d'expression et de reparler de ce qui s'y passe. Mais moi, je suis étonné de l'intelligence de nos plus jeunes aujourd'hui. Moi, je pense à mon âge, à 35, d'être la pire génération. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment grandi avec. On a eu Internet à 16-17 ans et on s'est plongé dedans. Et je crois que Ligue du LOL, c'est ma génération, tout ça. Alors j'étais loin de ça, hein, mais je veux dire, tous ces abrutis, tous ceux, ils sont là. Et je crois que nos plus jeunes vont être peut-être moins pires que nous. Je l'espère. Cette génération-là qui est dangereuse, c'est l'intermédiaire. Je vous propose une dernière question. Et après, ça vous permettra de Juste conclure. une précision avant, c'est que mon voisin de droite et ma voisine de gauche étaient dans le même lycée. Et ils ne le savaient pas avant, enfin ils ne s'étaient pas revus depuis le lycée. Non, je dis ça, c'est parce qu'à l'époque de la Ligue du LOL, ils y étaient ensemble. Non, c'était pas la Ligue du LOL. Mais... Donc on sait qu'on peut avoir dit beaucoup de conneries et se retrouver tout de même après sur un plateau. Bon, peut-être le mot de la fin. Dernière question et après mot de la fin. Oui, alors Franck Pérez, employé BPI France et fervent utilisateur des réseaux sociaux. Alors j'ai bien écouté au début, vous avez listé les différents points, explicitant les différents points de la note en question. Il y a un point qui m'a un petit peu interpellé, c'est l'anonymat. Alors imaginons, j'ai un compte du contenu illicite. Alors le sujet, c'est de censurer ou de condamner. Et la deuxième question, c'est un point très important pour moi. Est-ce que les grandes plateformes, les réseaux sociaux, n'ont pas pas contraintes, mais des obligations de confidentialité de la donnée personnelle? Est-ce qu'ils peuvent tout à fait, si je suis condamnable, divulguer mes coordonnées, mes données, et on vient m'arrêter, entre parenthèses, voilà, du jour au lendemain, voilà. Déjà, si on pouvait préciser, parce que c'est pas de l'anonymat, donc on parle de pseudonymat. Donc je sais que vous avez parlé d'anonymat, mais je voudrais pas faire le technicien sur le terme, mais c'est quand même un peu important. Il y a une fameuse caricature qui dit que sur Internet, vous ne pouvez plus être caché. Everybody knows you're not a dog. C'est facile de retracer. On parle de pseudonymat. La différence entre l'anonymat et le pseudonymat, c'est que l'anonymat, c'est irréversible, la réidentification. Alors que quand vous vous inscrivez sur une plateforme, vous pouvez utiliser des VPN, plein de formes d'outils techniques, mais généralement, il y a une adresse IP. Vous pouvez être retracé. La question qu'a souvent, alors je pense qu'on va peut-être pas avoir le même point de vue là-dessus, mais c'est intéressant. Il y a souvent cette tendance à vouloir réinstaurer le fait qu'il ne devrait plus avoir de pseudonymat sur les plateformes, parce que ça permettrait de mieux identifier les personnes. Mais on voit bien que dans certains contextes, la prise de parole libre est permise par le pseudonyme. Moi, je pense qu'il faut mieux doter davantage la justice des moyens de demander les données d'identification et de faire en sorte que les personnes puissent répondre de leurs actes devant des tribunaux, parce que vous savez, là on est en train de tout mettre sur le judiciaire depuis le début de la conversation, mais moi j'y vais à Bobigny sur des affaires de cyberharcèlement, etc. Il n'y en a pas beaucoup.
Ça prend beaucoup de temps. Si vous êtes un individu qui se fait harceler sur les réseaux sociaux, déjà vous êtes au fond du trou et en plus vous ne voulez pas forcément débourser des moyens pour une longue procédure parce que le judiciaire c'est très long. Donc moi je pense qu'il faut mieux doter la justice et le judiciaire de moyens plus importants pour faire en sorte qu'il y ait des condamnations si elles ont lieu d'être, plutôt que d'enlever quelque chose comme le pseudonymat, qui est indispensable pour une société démocratique, selon moi. Alors on est tout à fait dans la note, on ne remet pas du tout en cause le pseudonyme, hein, mais on voudrait durcir les règles d'identification, parce que bien sûr on peut remonter à votre adresse IP, mais encore faut-il que cette adresse IP reconduise à vous. Bref, on est capable de créer des obstacles qui font qu'on ne vous identifie pas. Donc c'est pas du tout le pseudonymat, on est tout à fait pour le pseudonymat, mais il faut qu'on puisse, si la justice vous recherche pour des actes délictueux ou criminels, qu'elle puisse vous retrouver. Ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que est-ce que dans ce cas-là, il suffirait, prenons une entreprise qui serait dénoncée par un lanceur d'alerte, est-ce qu'en introduisant une procédure judiciaire, elle peut réussir à remettre la main, même une procédure judiciaire qui n'irait pas à son terme, est-ce qu'elle ne peut pas mettre la main et désanonymiser celui qui l'a dénoncé ? Donc après, il faut qu'on enserre ça dans des règles précises qui protègent quand même le pseudonymat. Merci beaucoup. Écoutez, vraiment, je remercie tous les intervenants pour la qualité des échanges. Je pense qu'on a fait progresser le débat et c'est le but de notre fondation et de notre think tank. Merci beaucoup. Merci. Merci.